Et là, les maires sont encore une fois, c'est un métier très difficile, ils sont encore une fois complètement au centre du dispositif. Sur ce sujet de la ville de demain, il y a différentes interventions de Yves Soronelas dans les questions qui peuvent alimenter le débat, puisqu'il s'interroge sur comment faire pour que les parkings soient désormais, les nouveaux parkings soient équipés de bornes de recharge électrique, ou comment inciter les parkings existants ou les particuliers à s'équiper. Il évoque aussi l'urbanisme raisonné avec l'exemple de Tokyo, où il faut prouver qu'on a une place de parking pour acheter une voiture. Il évoque le sujet des zones à vitesse très lente et piétonnière à Barcelone. Et il interroge également sur comment construire pour permettre le télétravail. Donc, Ce n'est pas très compliqué, hein. Les places de parking alimentées par électricité, on sait facilement les faire en sous-sol et on sait facilement faire des sous-comptages. Et certaines villes obligent à avoir une certaine proportion. Voilà. On voit quand même aussi une énorme avancée du vélo et également pour la desserte des immeubles de bureaux. Alors, les immeubles de bureaux sur la coulée verte vont être favorisés. Ce mouvement est en cours. Encore une fois, il doit être un peu coordonné. On a vu fleurir les pistes vélo Covid. Et donc, ça, c'est symptomatique. On sait, Christine Lecomte le disait, on sait faire beaucoup de choses. Il faut simplement pouvoir les coordonner et les faire ensemble. Et pouvoir construire, c'est toujours un compromis. Et donc, ce compromis, il doit être réglé ensemble. Sinon, les coûts explosent. Et là, on ne loge plus personne. Et pour passer une petite photo de piste Covid, il y a d'autres questions de Christine Lejoux, alors qui souhaitait une petite précision juste sur un chiffre. Ça peut-être la personne qui l'a cité peut lui répondre directement dans l'encart Q&R. Elle souhaitait savoir sur quelle période le moins 73% en VFA a-t-il été enregistré. Premier trimestre 2000, alors c'est les mises en vente, c'est premier trimestre 2020 au 31 mars par rapport à premier trimestre 2019 au 31 mars. Je voulais revenir sur les plans locaux d'urbanisme parce que je pense que c'est un des sujets fondamentaux qu'on doit avoir à faire. Peut-être pas dans des villes comme Poissy, et je pense c'est sûr même, mais dans beaucoup de villes, et notamment de plus petite taille, le prix d'un PLU est tellement faible qu'on a beaucoup de PLU qui sont copiés-collés. Et donc, dans ces cas-là, dès qu'on a des PLU qui sont copiés-collés, on n'a pas de projet de ville. Et le projet de ville, en fait, c'est ce qui permet aux élus, mais aussi aux habitants de s'approprier la possibilité d'un territoire d'évoluer avec ses ressources, avec son identité, avec ses possibilités d'évolution. Il ne faut pas oublier que pratiquement 80% de la ville qui sera là en 2050 est déjà présente. Donc, en fait, l'évolution de la ville et de l'urbanisme, c'est à la fois un temps très rapide parce qu'on prend des décisions, mais en même temps un temps très long. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Et donc, sur ces PLU, moi, je prône pour qu'il y ait des équipes beaucoup plus pluridisciplinaires qui travaillent dessus et qu'on insiste sur cette question du projet de ville. Par exemple, est-ce que vous trouvez ça normal que quand quelqu'un vient en commune pour chercher finalement les règles qu'il doit avoir sur une parcelle qu'il veut construire, on lui donne juste le règlement de sa zone, alors qu'il y a un projet d'aménagement durable, le PADD, qui est censé donner la réflexion globale, la compréhension globale de ce qu'est le projet communal. En fait, on a tout sectorisé et en fait, les gens ne savent plus. Alors qu'en fait, globalement, quand on construit, on a besoin de vraiment savoir où c'est. Et je pense que quand un maire est aguerri, quand un maire a des équipes, ça peut fonctionner. Et quand les élus sont seuls, il faut bien pouvoir leur rappeler à quel point cet outil, c'est l'outil de l'intérêt public. Et donc, ça permet à un élu de pouvoir décider et de pouvoir travailler avec tout le monde dans le sens de l'intérêt général. Et ça permet aussi de coordonner les intérêts particuliers. Alors, je peux peut-être rebondir sur ce que dit Christine. Je suis pas sûr que c'est une histoire de maire aguerri. D'abord, on n'est pas omniscient. Moi, je sais que je ne sais pas. En revanche, j'aime bien être dans la spécialisation des rôles et de pouvoir me tourner vers les spécialistes qui sont les vôtres. Et puis Marc disait c'est un métier, non, comme disait Le Corbusier, c'est plutôt une tournure d'esprit. C'est vrai que c'est important de façonner justement presque à la dentelle, comme le disait Christine. Là, pour le coup, je rends hommage à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise.
parce que notre PLUI, notre plan local d'urbanisme intercommunal, n'a pas été une addition des 73 PLU au PRO de l'ensemble des communes de la communauté urbaine. Il y a eu des longues discussions avec les uns et les autres. C'est vrai que ça nécessite du temps. Je regrette certainement que vous n'ayez pas été peut-être sollicité par rapport à ça. Peut-être avez-vous été, je n'en ai pas connaissance, un peu plus. Mais Suzanne Jaunet, qui est notre vice-présidente en charge justement de cet aménagement, qui a rédigé, façonné ce PLUI, a fait un travail exceptionnel sur la vallée de Seine. Là, pour le coup, je réajuste ce que je disais tout à l'heure sur les difficultés typiquement qu'on pouvait avoir sur certaines compétences. Je pense à la communauté, je pense au ramassage des ordures ménagères, etc., etc. Après, encore une fois, par rapport à ce qui est dit ici, il me paraît fondamental que plus que jamais, alors peut-être qu'on a eu raison tôt à Poissy, je disais qu'on est la ville de France où on prépare nos conseils municipaux dans les quartiers, une fois par mois, en changeant de quartier, 96 réunions publiques, je n'ai pas eu un seul recours. Je n'ai pas eu un seul recours. On a désamorcé parce qu'à un moment donné, quand on sentait dans des quartiers typiquement où il y avait des hauteurs qui étaient trop importantes par rapport à ce qui existait, qu'on était totalement hétérogène. D'ailleurs, la première chose que je dis au promoteur quand il vient dans le bureau, c'est commencer, les amis, à aller sentir le cul des vaches. Ce n'est pas moi qui vais me mettre à votre disposition, c'est peut-être vous qui allez vous mettre à la disposition de la ville, donc à la disposition des citoyens. Et je pense que, comme on le dit en latin, construire, construisons ensemble. Et ça, c'est la clé de demain, à côté de ce que j'appellerais la forme, qui est la dématérialisation, etc. Le fond, il est là. La philosophie, elle est là. Sinon, on sera contesté, on sera frustré, on sera vexé, vous serez emmerdé. Bertrand Savouret, justement, cette question de la décentralisation aussi, c'était quelque chose sur lequel vous vouliez intervenir, et notamment dans le cadre de l'émergence du Grand Paris. Quelle était la possibilité des maires de pouvoir… Vous êtes bien là, je ne vous vois plus. Oui, je suis là. Ah, d'accord, ok, très bien. Oui, c'est un sujet sur lequel vous souhaitiez aussi intervenir, vous aviez des questions à poser. Oui. Alors, en fait, d'abord, quand j'assiste à ces échanges et que j'y participe, je vois toute la légitimité de l'action, parce que c'est dans ce genre de dialogue qu'on construit la ville de demain, plus que dans l'édification de la norme. La norme est indispensable, mais avant, il faut bien discuter pour voir comment la norme peut être adaptée à nos préoccupations quotidiennes. Et en fait, oui, je voulais intervenir là-dessus parce que nous sommes à quelques jours, là, début du mois de juin, des 10 ans de la loi qui a fondé le Grand Paris. C'était une loi du 3 juin, donc dans quelques jours, on fêtera les 10 ans. Et c'est vrai que le Grand Paris est une belle idée, et je rappelle, dans les principes de fondation du Grand Paris, c'est des enjeux économiques, c'est des enjeux sociétaux, c'est des enjeux d'environnement, ce sont des enjeux d'emploi. Enfin, il y a des enjeux qui sont bien au-delà de la simple attractivité. C'est-à-dire que ce qui nous paraît intéressant, enfin moi, ce que je trouve tout à fait passionnant dans l'idée du Grand Paris, c'est précisément de d'englober dans un projet général tout ce qui va constituer la ville de demain et la façon de vivre, le bien-être, l'économie, la circulation, la mobilité, un projet à laquelle chacun doit apporter un peu sa pierre à l'édifice. Simplement, 10 ans après, on se rend compte que, vous comme nous, comme tout le monde, on se rend compte que le Grand Paris, c'est encore toujours une belle idée, mais que 10 ans après, qu'est-ce qu'on fait du Grand Paris? C'est-à-dire que personne ne sait très bien le définir géographiquement, personne ne sait très bien le définir en termes de gouvernance, personne ne sait très bien le définir en termes de politique publique. Bon. Donc, c'est une belle idée pour beaucoup, mais on a quand même un peu cette envie de passer à l'étape supérieure maintenant, qui est vraiment de le construire pour de vrai. Et le construire pour de vrai, c'est un travail de ces acteurs au quotidien, c'est-à-dire dont nous faisons partie, et où tous les maires de communes, toutes les intercommunalités font partie. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on est vraiment prêt? Et là, c'est une question à Carl-Olive, parce que vous êtes là, c'est une question qu'on a pour tout le monde. Est-ce qu'on est vraiment prêt à construire ce Grand Paris et à, je dirais, en termes de décision du bâti, à partager beaucoup plus la décision du bâti avec soit une intercommunalité, soit une autre structure? Est-ce que vous acceptez, vous, maire de Poissy, demain, de vous concerter avec
avec les maires voisins, avec les maires de la région, avec l'ensemble des maires du Grand Paris sur une politique de construction commune, parce que ça implique une perte de pouvoir local, bien entendu, hein, sur la construction, sur la qualité de vie de vos concitoyens. Donc, est-ce qu'on est vraiment capable de ça? C'est ça ma question, parce que je crois qu'il faut y répondre avant de vouloir vraiment lancer pour de vrai le Grand Paris. Parce que le Grand Paris démarrera, ou en tout cas sera essentiellement le moteur, un des moteurs essentiels du Grand Paris, ce sera certainement la construction et le logement. J'en profite pour relayer une question d'un des spectateurs qui dit: peut-on en même temps poursuivre le Grand Paris tel qu'il existe déjà et renoncer aux futurs urbains déjà obsolètes par manque de résilience? Voilà. Caroline, je ne sais pas si vous souhaitiez répondre à Bertrand Savouré. Le constat que je forme, c'est que même si c'est bien moins le cas, on est quand même sur une structure râteau. On est quand même sur une structure râteau où les bonnes idées des uns se jouxtent parallèlement aux bonnes idées des autres. Où la belle idée de Marc, finalement, va être confrontée à un moment ou à un autre à celle d'Olivier sur des secteurs où ils auraient pu se parler, ils ne se sont pas parlé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on n'en est plus là sur cette structure râteau. Moi, j'appelle vraiment la structure pyramidale. C'est-à-dire qu'on parte du terrain et que petit à petit, avec des demandes et des besoins du terrain, et je vais venir à ce que disait à juste titre Bertrand Savouré, et qu'ensuite, on remonte dans un logiciel qui part du terrain et qui vienne vers le sommet. Ce qui n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que c'est exactement le contraire de « on décide, vous exécutez ». Par rapport au Grand Paris, pourquoi on a décidé sur un rendez-vous avec le président Bédier et le préfet des Yvelines de mettre en place un tramway avec une insertion urbaine en changeant le tracé initial? Si j'avais voulu faire ça à des fins politiques, jamais j'aurais fait ça. Parce que les emmerdes, on va les connaître comme Bordeaux les a connus, comme Dijon les a connus, comme Brest les a connus, comme Nantes les a connus, comme Strasbourg les a connus. Aujourd'hui, tout le monde applaudit debout dans les tramways. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a une alternative au sens de l'histoire. On parlait de transition écologique. Ça sera évidemment une alternative à la voiture. C'est aussi un moyen de densifier les populations. Et là, je viens à ce que disait Bertrand sur le Grand Paris. Et évidemment que c'est quelque chose de collectif dans cette, j'ai envie de dire, aventure collective humaine partagée. Parce que ce qui est bon pour la ville de Poissy n'est pas seulement bon pour la ville de Poissy. J'ai envie de dire que c'est bon pour l'ensemble du territoire. Puisque dans le même temps, nous avons le prolongement du RER E vers l'ouest, qui fait que nous allons rapprocher les populations et donc créer de l'emploi. Et encore une fois, qui crée de l'emploi? Si les mamelles de la République étaient les mairies, les départements, les régions, les intercommunalités, ça se saurait. À 2400 milliards de dettes, et avec ce qui vient de nous arriver sur la tête, ça va être multiplié par je ne sais pas combien. Non, les créateurs de richesse, c'est bien vous. Et donc, il faut faire en sorte que vous soyez le mieux accompagnés, accueillis, pour vous permettre de construire et donc de créer ce cercle vertueux de la confiance, là où parfois on a l'impression qu'on est sur un cercle vicieux de la défiance. Et ça va dans le sens exactement de ce que dit Bertrand. Simplement, encore une fois, c'est vrai, je ne sais pas vous dire, je suis très humble dans ce que je dis, je ne sais pas vous dire précisément les frontières du Grand Paris. Et pourtant, j'y vis au cœur. Pourquoi ? Parce que la priorité qui a été la mienne, ça a été d'imaginer sur cette vallée de Seine, où encore une fois, on était les parents pauvres alors qu'on a une industrie automobile à une autre pareille. Et ça, c'était 27 000 salariés dans les années 60. Hein. Il a fallu ramener, je dirais, les moyens pour nos habitants de pouvoir bénéficier des conditions, et on part de la base, des conditions qui sont pour moi élémentaires pour pouvoir justement vivre mieux et donc avoir de la consommation et du travail. C'est aussi pour moi basique que ça.